J'aimerais parler du cas Sarah Knafo. Parce que je me pose encore des questions. Les Français, ce sont des êtres passionnants, voyez-vous, désespérés. Et je suis une personne extrêmement intelligente. Extrêmement intelligente. Et qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la conscience. D'avoir conscience des choses, c'est pas forcément faire une règle de mathématiques ultra compliquée pour avoir un résultat exact. Non. C'est savoir analyser un phénomène, une soi-disant vérité de fond en comble pour en tirer les véritables causes, pour entrevoir les conséquences de cette réalité ou bien de cette vérité. Donc quand je dis que je ne peux pas en vouloir aux Français, eh bien c'est parce que depuis l'époque de la révolution industrielle, on a spirituellement parlant détruit les Français. Très bien. Pourquoi, je vous donne un exemple, pourquoi est-ce que les Français sont très méfiants ou bien ne parlent pas d'argent ou bien, on va dire qu'on se complexe de l'argent? Eh bien, c'est parce que la France, contrairement aux Américains, ou bien on va dire un peu aux Anglais aussi, en partie, la France est un pays qui a connu différents systèmes socio-économiques et que la transition entre les systèmes que nous avons actuels, qu'on pourrait appeler un système pyramidal, un système productiviste linéaire, ce que moi j'appelle un système militarisé, un système où le monopole économique est possible, la transition entre ce système que je viens de décrire et l'autre système qui était un système basé sur la communauté, un système décentralisé, un système à 3 étages, maître, compagnon, apprenti, un système auto-régénérateur, un système qui quand je dis auto-génération, je parle d'un système qui protégeait les membres de la communauté de manière autogénératrice, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'acteurs étrangers à la communauté, à la corporation, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces systèmes-là, à la corporation. Ce système auto-régénérateur permettait aux personnes de travailler de manière humaine, très bien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Les gens t'accueillaient dans la communauté, les gens te formaient, les gens te trouvaient du travail, et en plus de cela, ce système, c'était un système horizontal, un système de fratrie, un système de compagnons, c'était un système décentralisé, donc un système qui était difficile à détruire, difficile à corrompre, et c'était là tout le combat des mecs aujourd'hui qui sont les maîtres du système productiviste linéaire capitaliste. C'était leur combat de détruire ce système pour jouir de la force de production de ces apprentis maîtres compagnons afin de travailler à leur place dans les champs pour labourer leurs terres et pour ensuite aller construire le chemin de fer et toutes les industries qui en découlaient à Lille comme à Lyon. C'était ça le combat. Les gens parlent de monarchie absolue, de Louis XIV, un grand tyran, alors qu'en réalité, la France n'a jamais été aussi décentralisée à l'époque de Louis XIV comparé à ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de monarchie absolue à l'époque de Louis XIV. Tout était décentralisé, chacun avait sa langue, chacun avait son identité, chacun gérait sa monnaie, chacun gérait sa terre. Et les rois n'avaient en aucun cas, la volonté d'aller détruire toute cette mosaïque d'identité. Louis XIV, après la Fronde et ce phénomène de la Fronde qui l'a visiblement traumatisé lorsqu'il était enfant, son problème à lui, c'était justement ces personnes qui pouvaient détruire son système politique et économique. Et c'était en aucun cas détruire toute la mosaïque d'identité dont disposait la France. Le passage entre ce système économique, cette identité sociale, à la nouvelle identité sociale, qui fait que nous avons aujourd'hui des personnes qui nous disent que nous devons à tout prix remercier les grands patrons, que nous devons à tout prix les remercier, que c'est grâce à eux que nous travaillons, alors que depuis que ces systèmes sont mis en place, l'inflation existe, le chômage existe, ce sont deux armes économiques qui infantilisent les gens. Depuis que ce système-là existe, nous avons maintenant ce nouveau narratif qui nous dit que les grands patrons, nous devons les remercier. Le changement entre ces deux systèmes a été brutal. Maintenant, il y a une définition à connaître.
Qu'est-ce que le complexe? Qu'est-ce que la rancune? Qu'est-ce que la méfiance? Eh bien, ces mots que je viens de vous donner sont en réalité la résultante entre deux systèmes mémoire, deux égrégores qui sont en bataille constamment dans votre génétique, dans votre être, dans vos consciences. Quand vous avez les Algériens, par exemple, qui sont très méfiants des Français, ou bien les Africains qui sont très méfiants des Européens et des Occidentaux, c'est parce que l'Africain, avant la colonisation, avait un système qui tournait autour du matriarcat, de l'échange matrimonial, un système circulaire, un système qui n'avait absolument rien à voir avec le système paternaliste, et que lorsqu'on les a forcés à quitter leur ancien système, quitter leur ancien moyen de fonctionner, leur ancien moyen de vivre, pour adopter le nouveau moyen paternaliste, et les choses s'étant faites de manière très violente, vous avez ensuite tous ces réflexes de méfiance, réflexes de résistance qui ont été développés par les personnes qui vivaient ce système. Toute cette méfiance a fait que les personnes, dans leur inconscient, ils veulent protéger leur ancien système mémoire face au nouveau système mémoire qu'on veut leur imposer. Et parce que, en réalité, tout est génétique dans notre monde, et bien après, vous avez des descendants qui sont méfiants sans comprendre pourquoi. Ils sont méfiants des Blancs lorsqu'on est algérien, ou bien méfiants, tout simplement, oui, des Blancs lorsqu'on est africain. Il s'est passé la même chose avec les Français. Le virage s'est fait de manière très violente. Donc ensuite, vous avez des Français dans leur inconscient collectif, si on parle de Carl Jung, ou bien dans leur épigénétique. Vous avez des Français qui ont deux systèmes qui sont en pleine collision, quotidiennement, constamment, parce que le transfert ne s'est pas fait de manière très sereine, de manière très sereine. Et c'est comme ça que vous avez des personnes névrosées, tiraillées entre deux systèmes, où des personnes, au final, sont très méfiantes de l'argent. Donc, je ne peux pas en vouloir aux Français pour ce qui est de l'argent. Par contre, et on revient à Sarah Knafo, malgré tout ce que je viens d'expliquer, je reste quand même quelqu'un de très confus pour ce qui est des Français. Parce que Sarah Knafo, je me suis intéressé à son parcours. Et en m'intéressant à son parcours, je suis allé fouiller son Instagram, je suis allé fouiller son Twitter, j'ai vu ses vidéos, j'ai vu ses sorties politiques, j'ai vu ses vidéos, je regardais, je voulais me faire un avis. Sarah Knafo qui fait partie d'un parti politique, le parti d'Éric Zemmour, qui est un parti d'outsiders. Étant donné que c'est un parti d'outsiders, Sarah Knafo ne représente pas le pouvoir en place. Éric Zemmour, c'est pas encore un parti politique qui fait partie intégrante de ces partis politiques qui représentent le pouvoir en place. Donc on parle de Mélenchon, Macron et Marine Le Pen. Donc ce sont des outsiders. Et j'ai fouillé Internet, j'ai fouillé le passé de Sarah Knafo pour ensuite apprendre que Sarah Knafo, durant les élections présidentielles de Donald Trump, eh bien, Sarah Knafo était une groupie très contente d'avoir été invitée par Donald Trump à New York, ou bien, je sais pas, en tout cas, les équipes de Donald Trump, très contentes, très fières, et qui montraient qu'elle était toute contente. Et à partir de là, moi, j'ai pris une décision catégorique pour Sarah Knafo. Je me suis dit, c'est une rigolote. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est pas possible. On est carrément arrivé à un point où des personnes qui veulent représenter les Français à l'échelle internationale, donc qui veulent potentiellement se présenter pour être président, sont devenus littéralement des groupies des États-Unis d'Amérique. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais est-ce que les Français même savent que les États-Unis d'Amérique sont, ou bien je sais pas exactement, mais sont un pays libre grâce à la France? Je me dis, mais comment, mais qu'est-il arrivé en France pour que maintenant les représentants politiques français, et ça c'est depuis Mitterrand, hein, parce que De Gaulle, il tenait tête aux Américains. Bon, Pompidou, je ne sais pas exactement, parce que Pompidou et sa loi avant de mourir, là, sa loi où il interdit à l'État de prêter de l'argent aux banques, je sais pas, j'ai pas d'avis. Je trouve ça quand même très douteux, mais bon, on m'a dit que Pompidou, j'ai fait des recherches, on ne sait pas, Pompidou, est-ce qu'il était vraiment souverainiste ou pas, c'est mitigé. Déjà, De Gaulle, c'était aussi très mitigé. Hein. De Gaulle était mal entouré, beaucoup de juifs autour de De Gaulle.
le système de retraite. Vous ne pouvez pas me dire qu'une personne intelligente s'est dit, ne serait-ce qu'une seule seconde, que le système de retraite pouvait tenir. De Gaulle, c'est justement Pompidou qui sort de Rothschild à la tête du gouvernement. Donc De Gaulle aussi, c'est très mitigé. Et quand je dis que c'est mitigé, c'était aussi mitigé que Louis XIV à l'époque de la monarchie absolue. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent gérer un pays, mais il y a des intérêts. De Gaulle, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y avait déjà des gauchistes, des amis de Jules Ferry, de Victor Hugo, qui étaient déjà en train de faire du sale au travers de l'empire colonial en Afrique, dans ce qu'ils appelaient l'AOF, l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique équatoriale française, en Algérie française, avec le code de l'indigénat, comme au Maroc, au travers de leur protectorat. C'était déjà très compliqué pour De Gaulle. Donc De Gaulle qui veut changer les choses. Lorsque De Gaulle arrive, la France était déjà possédée par les États-Unis par les Israéliens. C'est-à-dire que vous avez Shimon Peres et Guy Mollet qui littéralement se mettent d'accord pour que la France utilise toute sa force de production pour concevoir des centrales nucléaires et la bombe atomique pour Israël. C'était déjà compliqué. Donc je sais pas. Mais en tout cas, cette histoire de présidents français qui sont pas très souverainistes, pas très loyaux vis-à-vis de leur peuple, c'est une histoire qui date vraiment depuis Mitterrand, mais même déjà on peut parler de De Gaulle. Et donc là, je me dis véritablement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je me dis, mais attendez, mais quand l'Angleterre avait des problèmes quand les États-Unis d'Amérique avaient des problèmes avec l'Angleterre, Benjamin Franklin vient voir le roi de France, Louis XVI, qui devait déjà régler des problèmes en France, parce que Louis XIV, il a un peu abusé avec ses guerres de succession d'Espagne, son château de Versailles. C'était difficile. La France, c'était très difficile parce que la France, économiquement parlant, avec l'Angleterre, c'était difficile. L'Angleterre tuait les lignes de transit pour ce qui était de la traite négrière au niveau de l'océan Atlantique. L'Angleterre sabotait les lignes. Pour ce qui était du Portugal, de la Hollande et de la France, c'était très compliqué économiquement parlant. Louis XIV fait des guerres. Louis XV, lui, encore plus de cela, il perd la guerre de 7 ans. Donc c'était encore plus compliqué de ça en 1757, 1763. C'est très compliqué. Il y avait la guerre de succession d'Autriche. C'était aussi très compliqué. C'est-à-dire que c'était très compliqué lorsque Louis XVI prend le pouvoir. Turgot a rendu les choses très difficiles. Il y a eu la police des grains qui n'a absolument pas arrangé les choses et qui surtout a commencé à détruire la confiance que le peuple avait vis-à-vis de la monarchie. Et malgré toutes ces situations difficiles, la France qui, elle, depuis la guerre de 7 ans, en réalité, est obligée de faire des sacrifices et de tuer sa propre identité, c'est-à-dire aller faire du sale chez les autres pour, elle, ne pas se faire esclavagiser par les Anglais, ce qu'ont fait exactement les Japonais, faire du sale pour ne pas se faire esclavagiser par les Anglais et les Américains et tous les Occidentaux. La France a fait pareil. Elle a fait du sale, elle a sacrifié, elle a vendu son âme au diable pour ne pas devenir esclave de l'Angleterre. Dans toute cette configuration, Louis XVI récupère un État extrêmement malade qui n'a pas une thune. Benjamin Franklin vient voir Louis XVI, il lui dit « On a besoin de vous, monseigneur. » Et qu'est-ce que fait Louis XVI alors qu'on lui dit « Non, attention, il y a Jacques Necker, ce Suisse-là qui est au pouvoir, là, qui vous endette, monseigneur, avec ce nouveau système qui existe depuis Henri IV, où lorsque le roi doit de l'argent à un bourgeois, eh bien le roi doit rembourser à vie ce bourgeois, alors qu'avant, c'était pas possible. C'est-à-dire que lorsque le roi prêtait de l'argent à un bourgeois ou bien un noble de robe, dès que le roi meurt, la dette s'annule. Jacques Necker a changé le système avec l'influence de Voltaire et de tous les amis là en parallèle. On a changé le système, on a endetté le roi, de telle sorte que même si le roi meurt, le roi qui vient ensuite, lui, doit continuer de rembourser ces bourgeois qui prêtent de l'argent au roi. Et c'est comme ça que des gens transformaient leur capital en rente. On a dit, Louis XVI, attention, il y a Jacques Necker, c'est dangereux, etc. Faites très attention. Louis XVI a pris la décision d'aller aider les Américains. Dans bataille de Yorktown en 1778, la France va littéralement aider les États-Unis d'Amérique à devenir un pays libre. Donc, ce qui veut dire que littéralement, les États-Unis d'Amérique, en réalité, ils doivent être mais d'une reconnaissance éternelle à la France. Et vous avez littéralement maintenant Donald Trump qui est condescendant vis-à-vis des Français. Oh, you have a beautiful accent, but you know French. You cute, but
shut the fuck up. Voilà comment Donald Trump parle français, voilà comment Donald Trump parle à Macron. Et en plus de cela, vous avez maintenant des contenders, donc comme Sarah Knafo, qui montrent littéralement qu'ils sont, quand je parle quand je dis contenders, qui sont littéralement des groupies des Américains. Et là, je me dis, franchement, la France, c'est grave. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où la France est à l'origine de la liberté des États-Unis d'Amérique. Il y a maintenant une situation, maintenant le président des États-Unis d'Amérique vient et dit la Seconde Guerre mondiale, c'est grâce à nous. C'est nous qui avons apporté la liberté à ses alliés là, durant le débarquement de Normandie, etc. Macron, bon, il est gentil, mais il sait pas ce qu'il dit. Je vais régler la question du Moyen-Orient. C'est incroyable. Et donc, quand moi j'ai vu Knafo faire la groupie, je me suis dit, c'est impossible, elle est disqualifiée. Elle est disqualifiée, mais c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle fait la groupie de Donald Trump. Mais c'est pas c'est pas l'esprit français, ça. C'est pas l'esprit, en tout cas, fidèle à la mémoire française. Donc elle est disqualifiée. Donc vous ne pouvez pas voter Sarah Knafo. Et en plus de cela, désolé, avez-vous vu ce qui se passe en Allemagne? On a tué, je pense, 6-7 underdogs allemands qui auraient pu changer les choses en Allemagne. Alors, il y a, historiquement parlant, cette idéologie géopolitique où il faut brider l'Allemagne. Hein. Cette idée géopolitique anglo-saxonne, je dis bien anglo-saxonne, quand je dis anglo-saxonne, c'est-à-dire américain comme anglais, où il faut brider l'Allemagne. La Première Guerre mondiale, c'était une histoire, il fallait brider l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale, c'était encore une histoire, il fallait brider l'Allemagne. Brider l'Allemagne, empêcher l'Allemagne de s'entendre avec la France, empêcher l'Allemagne de s'entendre avec la Russie. Allemagne toujours bridée. Ça a toujours été une idéologie géopolitique anglo-saxonne. Guillaume II de Prusse, fallait le brider. Hitler qui se rapproche pour aller faire son chemin de fer Berlin-Bagdad, fallait le brider. Empêcher les Allemands d'avoir accès à du pétrole, à de l'énergie pas chère. Ah, les Allemands sont proches des Iraniens et des Irakiens. Coup d'État, MI6, CIA. Ça a toujours été une géopolitique anglo-saxonne de brider l'Allemagne. Et là, récemment, on voit qu'il y a 6-7 membres de l'AfD qui ont été assassinés et passés sous silence. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai vu qu'à la tête de l'AfD, nous avons une femme. Vous pensez sincèrement qu'une femme peut changer quoi que ce soit aujourd'hui en Occident, comme Mélanie? Je ne sais pas si les gens se rendent compte quand même que là, on est en train de parler de pouvoir, d'impérialisme, de rapport de force, d'assassinat, de détruire des civilisations, détruire des sociétés, détruire des pays, et que ce système-là, cette manière de penser, de gérer les sociétés, existe depuis maintenant 6000 ans. Vous pensez que ces gens vont changer cela? Et à cela, vous pensez qu'une femme peut changer les choses? Mélanie qui a fait des grands discours. Oui, bravo, l'Italie a gagné 2% de croissance économique. Ouais, bien sûr, c'est facile. Hein, tu sais, quand ta population qui diminue, tu regardes ensuite les progrès économiques, c'est plus facile d'avoir un pourcentage positif quand tu as ta population qui diminue, quoi, tu vois. Entre-temps, Mélanie, c'est combien de migrants qui sont entrés en Italie? En même temps, tu peux pas, c'est difficile. Hein, tu sais, quand tu as tout le monde qui meurt dans ton pays, tu n'as pas le choix, quoi. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je pensais sincèrement qu'une femme comme Sarah Knafo va tenir tête à des hommes en costume noir, chemise blanche, très bien organisés, qui contrôlent les moyens de production, les médias, la force de production, les moyens de production, les médias, le Parlement, le Sénat, les parlements, littéralement les monarchies de bon nombre de pays occidentaux. Vous pensez que c'est une femme qui, elle, va bien s'entourer pour ensuite leur tenir tête? Il existe un monde invisible dans la scène intérieure. Il existe un monde invisible en politique. Est-ce que cette femme est déjà même d'ailleurs capable de détecter ce monde invisible? Je sais pas sexiste ce que je dis, mais enfin, désolé, pardon, mais lorsque vous avez des prédateurs qui sont en face de vous, bon, il y a effectivement, je suis noir, donc je ne peux, donc je suis noir, donc j'en ai totalement connaissance. Il existe des femmes guerrières qui ont fait des grandes choses dans ce monde, mais bon, ces femmes guerrières malheureusement n'étaient pas occidentales. Africaines oui, occidentales non. Donc à partir de là, Sarah Knafo, elle est disqualifiée. C'est une groupie et c'est une femme. Donc pardon, Sarah Knafo, je me suis intéressé à elle.
Et non, faut pas voter pour elle, faut pas s'intéresser à elle, au suivant. Et puis je sais, malheureusement, la France est très compliquée aujourd'hui parce qu'il n'existe pas aujourd'hui en France de gauche. Et qu'est-ce que moi j'appelle la gauche? J'appelle la gauche une organisation, un corps, d'accord, qui a une puissance démographique, politique, médiatique, économique, mais avec une idéologie révolutionnaire. Ça n'existe pas aujourd'hui en France. Il n'y a pas de gauche en France, donc c'est très difficile. Mais ce n'est pas une raison qui justifierait qu'il faut voter pour Sarah Knafo ou bien qu'il faudrait s'intéresser à Sarah Knafo. Donc Sarah Knafo, le cas Sarah Knafo, c'est un cas dont la seule et unique résultante, c'est la disqualification de ce personnage. Donc Sarah Knafo, si vous considérez qu'elle est belle, regardez ses vidéos et puis branlez-vous sur Sarah Knafo. Si vous considérez que Sarah Knafo n'est pas belle, ne perdez pas votre temps à écouter ce que cette dame a à dire. Merci.